Bonjour Emmanuel Hubert. Bonjour, bonjour Titouan, bonjour Cyclisme Actu, tous mes bons voeux. Merci à vous aussi. Bon, est-ce que vous pouvez un peu nous donner des nouvelles, comment ça se passe pour vous en tant que manager général d'Aircap DNB Hotel et aussi pour l'équipe en ce début de mois de janvier? Mais écoutez, ça part pas trop mal, puisque un double titre championne de France avec Amandine, hein, et champion de France avec Clément. Donc un cyclocross à Pontchâteau, presque sur des terres bretonnes. Donc d'avoir deux maillots tricolores dès le début de l'année, eh bien c'est de bons présages, c'est de bon augure en tous les cas. Et puis ça me conforte moi, ça nous conforte sur l'existentiel du cyclocross. Et je pense que c'est quand même à bon escient de mettre, en tant qu'équipe cycliste professionnelle, de mettre une pièce sur cyclocross parce que c'est un beau sport. Et quand on voit la ferveur du public qu'il y avait à Pontchâteau, eh bien j'estime que c'est loin d'être peine perdue en tous les cas. C'est vraiment une volonté du coup d'axer justement sur le cyclocross cette année, même peut-être plus que les années précédentes? Alors, moi, j'ai toujours eu pour définition, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de vivre, chaque discipline a besoin de vivre. Alors, certes, je peux pas être partout, hein, je peux pas être sur la piste, sur le BMX, enfin tout ça. Maintenant, après, les disciplines autour de la route, c'est un peu comme quand j'ai créé l'équipe féminine, quand j'ai créé l'équipe développement, quand je crée aussi cette équipe de cross. Eh bien, voilà, il y a besoin d'exister. Et puis surtout, ce qui peut apporter aussi à l'équipe titre, je veux dire, des professionnels masculins et de l'équipe titre aussi du cyclisme féminin. Et je pense que du développement, de faire du sourcing et puis du scouting en bas, eh bien, moi, je pense que c'est tout bénéfique. Et le cyclocross est une discipline avec beaucoup de ferveur. Moi, je prends mon pied tous les ans entre Noël et Nouvel An quand je vois la Belgique avec la ferveur, toute la ferveur du public qui est vraiment très impressionnante. Mhm. On va faire un petit retour en arrière pour revenir sur cette saison 2024, qui a été marquée évidemment par la victoire d'étape de Kevin Vauquelin sur le Tour. En dehors de ça, des résultats peut-être un peu plus compliqués, notamment avec Arnaud Démare qui est un des leaders de l'équipe. Comment vous jugez cette saison maintenant? Ça fait oui 3 mois qu'elle est terminée, avec du recul. Bah, moi, je la juge assez satisfaisante. Bien sûr, il est évident qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. Maintenant, quand on regarde l'équation financière, l'équation de la qualité de nos sportifs, de la qualité de notre équipe en général, ben moi, j'estime que c'est une bonne saison. Des victoires, des secondes places qui sont loin d'être neutrales. Quand on regarde une deuxième place à la Flèche Wallonne, une deuxième place au Tour des Flandres, ben voilà, je pense que ça se saurait si on était la plus grande équipe du monde. Hein, donc ça se verrait beaucoup plus. La seule chose par rapport à notre statut et ce qu'on sait faire et l'équation qu'on veut bien en déduire, eh bien moi j'estime que c'est une bonne saison. Après pour la deuxième question par rapport à Arnaud, bah, je crois que bon il a déclaré quelques déboires, quelques soucis personnels et moi je serais tenté de dire que c'est tout à son honneur et à son épouse d'avoir pu dévoiler tout cela. Je pense que de parler, de libérer la parole, parfois, eh bien, permet de se soulager, permet aussi une certaine compréhension, parce qu'on est quand même dans un milieu où on est public. Donc, parfois, on se doit d'avoir des choses à dire. Parfois, c'est pas forcément très évident quand ça touche le perso. Et je crois qu'on peut tirer un grand coup de chapeau à Arnaud et sa famille d'avoir pu dire tout ce qu'il en était sur ses raisons personnelles. Et moi, je reste persuadé que Arnaud reste un champion, reste un grand sprinter. Et cette année, avec une tête bien libérée, eh bien, je pense qu'il fera une très belle saison 2025. En tous les cas, il est motivé. En tous les cas, il a envie. Donc voilà, les voyants sont au vert. Maintenant, l'avenir nous le dira. Et je lui souhaite de tout mon cœur de réussir une belle saison 2025.
Après, du coup, cette saison 2024, on a eu le mercato. Un mercato jugé assez difficile pour votre équipe, avec notamment les départs anticipés, si je me trompe pas, parce qu'ils étaient encore sous contrat de Albanese et Clément Champoussin. Niveau des recrutements, on a eu quasiment exclusivement des coureurs de votre équipe développement, donc U23. Et enfin, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé pendant ce mercato, puisque c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'informations. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire tout ça? Bah, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, dans certains contrats et donc sur un plan contractuel, il y a des clauses libératoires. Et donc, à partir du moment, alors très souvent, c'est plus en faveur de l'athlète. Maintenant, il n'y a pas forcément de clause pour les équipes. Mais bon, rien n'empêche d'en mettre, hein, quelque part. Mais voilà, après, à partir du moment où j'ai des athlètes bah, qui sont possiblement libres, eh bien, à partir du moment où ils font valoir leur clause, eh bien, on se doit d'une part de les écouter. Alors, parfois, bien grand dommage par rapport aux sportifs, hein, quelque part. Parce qu'après, ben, je rappelle quand même à dire qu'on est quand même dans un milieu où il y a des points à aller chercher, il y a une équation aussi à faire valoir par rapport au classement UCI. Maintenant, voilà, ils ont choisi, on a discuté. Je crois que à partir du moment où quelqu'un a envie et pense à autre chose, je serais tenté de dire que c'est un peu comme dans un couple ou dans une association ou dans un pacte d'associés. À partir du moment où c'est pas qu'on s'entend plus, mais à partir du moment où on pense ailleurs, bah, je pense il faut être des grands garçons et se dire les choses et puis voilà, et, euh, voguer par ses propres moyens et puis aller là où on a envie d'être. Après, bah, pour les recrues, bah, moi je suis resté sur une certaine philosophie par rapport au fait que aujourd'hui on a une équipe développement. Maintenant, si on prend des garçons dans une équipe de développement et qu'on ne leur donne pas le lead et la chance d'aller plus haut, bah, je pense que ça serait pas, c'est pas opportun d'avoir une équipe développement. Donc, on a choisi cela comme cela. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans une situation aujourd'hui où les points sont quand même très prégnants. Et donc, il faut en avoir. Maintenant, après, bah, les jeunes qui vont passer professionnels ne seront pas forcément ceux-là pour rapporter un bon nombre de points. Maintenant, voilà, je garde cette philosophie, comme quand j'ai créé l'équipe féminine il y a 4-5 ans. Cette équipe développement, eh bien, elle existe, elle a le mérite d'exister, et donc il faut faire valoir les choses. Moi, j'ai une croyance, les jeunes aujourd'hui, eh bien, ça pousse vers le haut, ça pousse aussi les plus anciens à encore plus faire le métier, et puis ça leur permet de s'aguerrir. Et quoi qu'il se passe, ces jeunes se souviendront bah, d'avoir eu cette chance. Et moi, j'ai toujours pour mémoire qu'il y a toujours une reconnaissance du ventre. Et à partir du moment où on donne la capacité à un jeune de passer professionnel, eh bien, il a cette reconnaissance, peut-être pas toute sa vie, mais au moins toute sa carrière. Mhm. En tant que manager personnellement, comment on sent justement quand il y a des coureurs justement qui souhaitent partir, enfin de ce que vous m'expliquez, c'est un peu ça, prématurément ou quoi, ça, c'est quoi, c'est une déception, c'est de l'énervement, on se dit bon, ben c'est comme ça. Non, moi je le prends sur un point de vue philosophique assez facilement. Moi, j'ai aussi aujourd'hui, j'ai 54 ans, j'ai aussi grandi dans ma tête. On pense pas forcément les mêmes choses quand on a 25 ans ou 30 ans, si nous sommes dirigeants qu'à 55 ans. Non, moi je le prends toujours du bon côté. Le tout, c'est de dire les choses et d'être des grands garçons. Et puis, on se bagarre aussi dans un milieu où il y a une forte, une forte présence financière. Et donc, quand on me donne 5 et qu'on me propose 7, eh bien, je comprends tout à fait qu'à un moment donné, il y a une discussion. Maintenant, après, comme je dis toujours, sur un plan paternaliste en général avec les coureurs avec lesquels je suis et je signe,
je leur dis toujours, attention, c'est pas certain que l'herbe soit plus verte ailleurs. Et d'autre part, il ne faut pas faire n'importe quoi par rapport au fait de se dire bah, je vais gagner plus, parce que c'est pas forcément cela qui donne une pérennité dans la carrière. Il faut surtout pas faire du one shot et penser à très court-termiste. Il faut avoir, et parfois c'est ce qui manque, peut-être d'avoir un vrai plan de carrière. Mhm. Pour revenir un peu sur ce qui a fait l'actualité de cette intersaison, normalement en France, on vous a vu assez alarmiste dans différentes interviews quant à l'avenir de votre équipe. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qu'il en est, ou est-ce que ça en est au niveau des sponsors, au niveau des contrats, ou est-ce que vous pouvez un peu nous informer là-dessus? Alors moi, je suis totalement livre ouvert hein, par rapport à tout cela. Donc d'une part, nos contrats de partenariat arrivent à échéance fin 25, mais ça, je dirais que c'est la vie normale de tous les jours. À un moment donné, ça commence, à un moment donné, ça peut s'arrêter, ça s'arrête. Donc il faut soit renégocier, soit retrouver bah, de nouveaux partenaires, soit réactiver les partenaires actuels. Maintenant, je dirais que c'est la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que moi, j'ai surtout été alarmiste, non pas par rapport à cela, parce que ça fait partie de notre quotidien. On sait aujourd'hui qu'une équipe cycliste, bah, les contrats sont assez court-termistes, hein, entre 1, 2, 3 années parfois. Bon, il y a d'autres équipes où c'est beaucoup plus pérenne, mais c'est comme ça. Je veux dire, après, on a que ce que l'on a et ce que les partenaires veulent bien faire. Et moi, je respecte tout à fait cela. Par contre, je pense que sur le côté alarmiste, j'ai été plus alarmiste sur le fait qu'il n'y ait pas euh, un intérêt particulier post-JO par rapport au fait que nos partenaires aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui, une équipe cycliste. Et donc, je pense qu'il faut raisonner sur un plan plus factuel, plus économique, en disant, bah voilà, on veut que ça marche encore, le sport, qu'il y ait des nouveaux partenaires, que les partenaires continuent, et peut-être de les aider sur un plan fiscal, sur un plan... euh, voilà, alors après, je sais que c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, pourquoi une équipe cycliste ou une équipe de foot ou une équipe de basket serait favorisée par rapport au boulanger du coin ou au restaurant du coin ou à l'ETI, pardon, ou la PME du coin, j'entends. Maintenant, après, je pense que le sport est un très bon vecteur. On l'a vu pendant les JO. Et moi, je pense personnellement qu'il faudrait réfléchir à vraiment être plus en faveur des partenaires qui voudraient mettre de la finance dans le sport. Pourquoi? Parce que le sport est une très, très belle et grande école de la vie. Et donc, il faut encourager à faire du sport, à faire du foot, à faire du basket et tout cela. Maintenant, après, sur un plan fiscal, on a quand même une belle différence et grande différence par rapport à nos concurrents étrangers. C'est tout simplement ça que j'ai voulu signaler, tout simplement dire. Maintenant, après, on a la chance aussi, il faut reconnaître, d'être en France et d'avoir toutes les protections, que ce soit social, que ce soit sur le plan médical. Je pense que beaucoup de sportifs aujourd'hui sont entre guillemets sur un plan retraite, sur un plan médical, sur un plan social, sont peut-être beaucoup plus sereins, couverts que bien d'autres sportifs étrangers. Mhm. Et comment vous jugez justement cette arrivée de sponsors d'État, notamment, on a vu Bahreïn, UAE qui sont arrivés ces dernières années. On a aussi maintenant des grandes multinationales comme Red Bull qui arrivent dans le vélo. Est-ce que c'est la disparition petit à petit des sponsors classiques, on va dire, comme chez vous avec Arkea et BNB ou chez Groupama, FDJ? Est-ce qu'on se dirige petit à petit vers tout simplement de plus gros budgets, donc de plus gros sponsors. Donc, est-ce que c'est un peu ce cercle-là vers lequel on se dirige? Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est de plus en plus et de plus en plus gros budgets qui arrivent. Donc ça c'est indéniable et le constat il est là. Aujourd'hui,
je veux dire, si on liste tout, aujourd'hui, le budget moyen doit arriver aux alentours des 30 et quelques millions, entre 30 et 35 millions d'euros pour une équipe cycliste avec 150 personnes, avec une cinquantaine d'athlètes en tout et pour tout. Donc là-dessus, on y va. Maintenant, aujourd'hui, sur le plan, et là je parle de mon pays, hein, et quand je dis mon pays, parce qu'on a certainement l'un des plus beaux pays au monde, la seule chose, bah, c'est que aujourd'hui, on se bagarre par rapport à des salariés qui sont en France et aussi également par rapport à nos concurrents étrangers, des travailleurs indépendants. Donc déjà, on a tout compris et chaque employeur va comprendre que sans les charges, eh bien, c'est quand même un peu plus facile, les charges patronales, je parle. Donc, une fois qu'on a dit cela, on n'a pas résolu le truc. Maintenant, après, on est quand même dans un état aussi conjoncturel qui est très anxiogène. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas, hein. Il y a juste à suivre l'actualité. Et donc, pour trouver des partenaires aujourd'hui, et je pense qu'il y a des vrais partenaires qui seraient capables de mettre beaucoup d'argent, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, c'est quand même relativement anxiogène et très perturbant. Donc, en fait, quand on ne sait pas où on va, eh bien, on freine des deux pieds et on n'avance pas forcément. Maintenant, voilà, c'est un constat que moi, je donne. Maintenant, bah, pour répondre à votre question, Titouan, sur les sponsors étatiques, ben voilà, ça fait partie de notre schéma. Ils sont là, donc on doit les respecter. Et si demain matin, un sponsor étranger reprend une équipe à 50 millions d'euros de budget, alors que ça s'appelle X comme pays, eh bien, je veux dire, on va pas se priver. Ça serait quand même dommage. Et donc aujourd'hui, on peut tout dire et tout faire en disant, bah ouais, on n'est plus dans la concurrence, on n'est plus ci, on n'est plus ça. Maintenant, ça existe. Et je pense que bah, ces équipes et les personnes qui ont pu trouver bah, ses partenaires, eh bien tant mieux pour eux. Je veux dire, moi là-dessus, je n'ai aucune jalousie. À moi, de faire pareil. Mais si je peux trouver un grand et beau sponsor breton ou continuer avec mes partenaires d'aujourd'hui, eh bien, je ne serai que plus fier. Mhm. Justement, vous aviez aussi été, dans cette interview dont on a parlé précédemment, assez alarmiste, mais là, sur ce côté-là, sur le cyclisme français, vous disiez 60% des équipes vont sûrement disparaître dans les prochaines années si ça continue comme ça. Est-ce que vous restez un peu sur le même point de vue? Et si on continue comme ça, je reste sur le même point de vue. Maintenant, le tout, c'est qu'à partir du moment où on sait et on a quelques voyants qui s'allument, bah, ouais, il faut essayer de changer. Maintenant, après, je n'ai pas tous les arguments et toutes les solutions pour que ça change. Je pense que notre sport, il faut peut-être remodéliser, il faut peut-être repenser aussi à certaines choses. Et ça, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table. Parfois, bah, on a un manque de communication entre les équipes et ça, c'est bien dommage. Chacun voit sa petite paroisse ou sa grande paroisse. Et puis, bah, si l'autre est en difficulté, eh ben, c'est pas forcément le souci du voisin. Et voilà, maintenant, à partir du moment où on a des voyants qui s'allument et on se dit, il peut y avoir problème dans 2, 3, 4 ans, eh bien, il faut essayer de changer les choses et il faut essayer de se mettre autour de la table et que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table, que ce soit les organisateurs, que ce soit les médias, que ce soit les équipes et puis les coureurs. Je pense que tous ces acteurs doivent se parler, communiquer, justement, à partir du moment où on voit quelques dangers ou pas, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais à partir du moment où on voit quelque chose, je pense ça mérite d'avoir une discussion et puis d'avoir des éclaircissements et peut-être de penser à, pas forcément un autre modèle, mais peut-être à penser à améliorer justement le modèle qui existe. Mhm. Bon, on peut clore un peu ce chapitre extra-sportif et revenir au vélo. Vous êtes 19e du classement UCI, donc on rappelle, c'est sur un classement sur 3 années maintenant. 2025 sera la dernière année.
vous êtes la première place relégable avec environ 2000 points de retard sur Cofidis. C'est inquiétant, vous voulez absolument vous battre pour rester en World Tour. Est-ce qu'une descente serait grave? Où est-ce que ça en est un peu? Quelle est votre réflexion? Alors moi, je resterai toujours sur mon point de vue. Et comme je dis toujours, faut pas jouer d'hypocrisie. Il faut pas dire que d'être en deuxième division, c'est bien. Non, c'est mieux d'être World Tour que de ne pas y être. Après, il faut relativiser. C'est pas forcément une fin en soi non plus d'y être. Après, la seule chose, c'est quand même, il y a quand même certaines conditions qu'il faut avoir, c'est-à-dire d'être dans les deux premières des équipes, si on peut appeler ça pour le grand public, de deuxième division. Maintenant, après, c'est vrai que d'être World Tour, t'affiche, te donne euh, une certaine sérénité dans la participation au programme des grandes courses. Et notamment pour ne rien cacher, le point d'orgue, c'est quand même la participation au Tour de France. Pour un partenaire, d'y être ou de ne pas y être, eh bien, c'est aussi complètement différent. Donc, non, sur un plan philosophique, bah, je le dis toujours, c'est quand même mieux d'y être de ne pas y être. Après, bah, ouais, certes, c'est peut-être pas forcément une fin en soi, mais il faut quand même se battre pour y être. Et c'est le leitmotiv que j'ai donné et que les directeurs sportifs, les entraîneurs, et aussi avec la conscience des coureurs, bah, de se battre jusqu'au bout. Et tant que la ligne n'est pas franchie, et je rappelle que 1000 points, 2000 points, 3000 points sur une saison, c'est pas forcément énorme. Et ça s'est vu encore cette année, en 2024. On s'est aperçu qu'il y a eu des équipes qui avaient bien fonctionné la première année, qui ont mal fonctionné la deuxième année, et qui vont peut-être très bien fonctionner la troisième année, et vice-versa. Mhm. Juste pour refaire un petit crochet du côté sponsoring, est-ce que justement ça serait plus dur de trouver des sponsors qui veulent investir dans une équipe de deuxième division, même si vous, comme vous l'avez dit, les deux premiers sont automatiquement invités dans les courses World Tour, que si c'est, enfin, quelle est la différence entre une première division et une deuxième division au niveau sponsor? Et ouais, non, comme je veux dire, ça rejoint la première question, enfin la question précédente. C'est mieux d'y être que de ne pas y être. Donc c'est obligatoirement beaucoup plus bankable si tu es World Tour que si tu n'es pas World Tour. Donc, mais bon, à côté de cela, on a l'un des plus, peut-être la plus grande société française sur un plan mondial avec Total qui est en deuxième division. Et donc, voilà, peut-être que eux, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a les assurances pour faire le Tour de France. Maintenant, il y a quand même des chances qu'ils y soient. Maintenant, voilà, non, je ne vais pas jouer d'hypocrisie parce que je suis 19e et en disant, bah, si on est en deuxième division, on est obligé de faire le Tour de France et c'est pas très grave si on est en deuxième division. Non, il faut y être, il faut se battre pour y être. Et je pense qu'en plus de ça, que ce soit les organisateurs, eh bien, se souviennent que l'année d'avant, tu étais en première division et que l'équipe, quelque part, statutairement, a juste baissé de catégorie, mais sur un plan mental, sur un plan équité sportive et tout cela, on est encore dans le match. Donc, on va pas balayer quelqu'un d'un coup de balai, d'un coup de revers de main, une équipe qui pourrait descendre dès la première année. Après la deuxième année, ça c'est autre chose. Mhm. Et justement pour cette année 2025 qui approche à grands pas, quelles sont vos attentes pour votre équipe Arkea BNB Hotel? Moi, j'ai toujours des attentes d'une part, c'est que les équipes quand je dis les équipes, hein, c'est que ce soit la féminine, le développement, l'équipe World Tour, bon, le cross qui va se terminer, mais je veux dire, c'est d'afficher du plaisir et d'afficher aussi beaucoup d'envie. Et à partir du moment où il y a l'envie, eh bien, il y a de la création, il y a ce qui va avec, c'est-à-dire des victoires, des secondes places, des troisièmes places. Mais le tout, c'est d'avoir le sentiment d'avoir tout fait pour réussir. Et à partir du moment où on a tout fait, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien à se reprocher et on a tout fait, on a tout mis dans les bonnes cases pour justement réussir le meilleur projet possible. Maintenant, après, le sport,
comme j'appelle à le dire, et heureusement d'ailleurs, c'est pas tout le temps une science exacte. Et là, c'est pas tout le temps le plus fort qui gagne, et tant mieux, parce que sinon, bah déjà qu'il y a déjà trois, quatre équipes à dominer notre sport. Alors ça veut dire que nous, les 15-20 autres équipes, eh bien, ramasseraient des miettes. Donc, comme c'est pas une science exacte, ça donne permission, ça donne liberté aussi de se dire, bah écoute, moi cette course-là, certes, il y a lui et lui qui sont au départ, ou elle et elle qui sont au départ, mais peut-être que j'ai permission de croire de gagner. Et ça reste quand même aussi la qualité première peut-être de notre sport. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on s'aperçoit que les grandes équipes aussi eh bien, ont besoin non seulement de victoires, non seulement de points, et donc s'affichent de plus en plus dans des plus petites courses où auparavant ils n'avaient pas forcément envie de venir. Mhm. Oui, justement, en parlant de ça, les dominations du AE, de Visma, de Red Bull maintenant qui arrive en grande pompe, euh, comment en tant qu'équipe on va dire, de bas de tableau sur ces dernières années, vous vivez ça? Vous l'avez notamment évoqué, des équipes comme UAE qui s'alignent sur des courses de second rang, hein, quelque chose qu'on voyait assez peu à l'époque. Comment ça se passe? Bah moi, personnellement, je le vis bien. Hein. Je veux dire, à partir du moment où une équipe UAE participe à une course française ou Visma qui va venir sur une épreuve française de plus petite catégorie sur lesquelles auparavant ça les intéressait pas forcément, bah, moi je pense qu'on a réussi un bon pari déjà. Donc ça veut dire que nos courses sont attrayantes, les organisations sont bien faites, et puis surtout, je rappelle à le dire qu'en France, on a quand même une vraie et bonne sécurité sur nos routes et sur les épreuves qui sont organisées. Et donc, non, moi, personnellement, je le vis bien. Maintenant, après, bah, la bataille n'est que plus dure. Les résultats ne sont que plus durs à avoir. Mais voilà, ça fait partie de notre sport. Et heureusement, heureusement pour mes coureurs, pour d'autres coureurs de d'autres équipes, eh bien, ils ne se bagarrent pas contre des cadets, mais de gagner contre UAE, de gagner contre Visma, eh bien, on n'en sort que plus grand et ça fait partie justement de l'avancée d'un athlète de haut niveau. Moi, je vois bien un garçon comme Kevin Vauquelin, eh bien, il a envie de se confronter au haut niveau et pas forcément à un moment donné de tourner en rond et de se battre contre des gens de même valeur, mais il a envie d'aller progresser et de se battre contre des gens qui sont sur le papier plus forts que lui. Bon, Emmanuel, pour conclure cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter personnellement ou pour votre équipe pour cette saison 2025? Sur un plan personnel, moi, du moment que la santé aille et que ma famille aille, c'est ce qui me convient sur le plan personnel. Maintenant, après, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que l'équipe puisse perdurer. De par pourquoi? Parce que j'ai une âme vraiment familiale dans cette équipe. Ça représente 150 salariés. Ça représente donc beaucoup de personnes, hein, c'est une PME. Et donc, je me battrai jusqu'au bout, justement, pour soit convaincre encore les partenaires existants ou en convaincre d'autres. La seule chose, c'est que le but de ma manœuvre, si tant bien est, on peut l'appeler comme cela, c'est vraiment de faire durer cette existence qui dure depuis 20 ans presque sur cette équipe. Et le rayonnement que l'on a sur les routes françaises, sur les routes mondiales, eh bien, je veux que ça continue justement par rapport à tout ce personnel qui est estampillé rouge et noir, tatoué rouge et noir, euh, et avec le cœur qui brille toujours, les yeux qui brillent toujours, justement par rapport à toute cette valeur d'équipe ce qui s'est créé petit à petit. On n'a fait que progresser d'année en année. Et aujourd'hui, c'est grâce à mes collaborateurs. Et donc, c'est pour ça que moi, sur un plan personnel, je me souhaite beaucoup de choses, mais c'est surtout pour l'équipe
que je me battrai et pour l'âme qui règne tout au long de l'année et depuis de nombreuses années tous ensemble. Merci Emmanuel Hubert pour cette interview accordée à Cyclisme Actu. On vous souhaite une bonne saison 2025 avec votre équipe Arkea BNB Hotel. Merci Titouan, merci Cyclisme Actu et au plaisir de vous revoir.